Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis Rubén González. Et je suis Estela Martín. Et on vous présente le journal de l'école officielle de langue de Carabanchel. Et dans ce journal, on va vous apprendre les nouvelles et on va apprendre le français. Bienvenue et on commence le journal. Bon, on commence avec la rubrique politique, et plus concrètement politique nationale. Et Eugenio Herrero va nous parler du nouveau président Emmanuel Macron qui a été choisi par les Français dans les dernières élections. Et tu peux commencer, Eugenio. Bonsoir Ruben, Estela, bonsoir à tous. Effectivement, après les résultats des élections auxquelles les citoyens français ont été convoqués, Emmanuel Macron sera officiellement nommé le 14 mai le 8e président de la 5e République française. Et en plus, il sera le plus jeune président de la France depuis Napoléon. Et surverrons-nous que dans le premier tour, toutes les élections, dans le premier tour des élections, les candidats les plus votés, ils furent Emmanuel Macron, le président d'un petit parti créé en avril de 2016 avec le 23% des votes, et Jean-Marie Le Pen de Front National avec le 20% des votes. Les restes des candidats obtinrent les résultats suivants. François Fillon pour les Républicains avec le 20% des votes, et Jean-Luc Mélenchon de la France Insoumise avec le 19,6% des votes, et Benoît Hamon du Parti Socialiste avec le 6,4% des votes, et Nicolas Dupont-Aignan pour le début de la France avec le 4,7% des votes. Il y avait des autres partis, mais tous seuls au-dessus de le 4% des votes. Et ces résultats ont amené les Français à avoir à choisir dans le deuxième tour entre les deux candidats les plus votés. Emmanuel Macron, un candidat sans parti, et Jean-Marie Le Pen par le Front National, comme j'avais dit. Et finalement, Macron a été le candidat le plus voté, et c'est le candidat qui a gagné les élections avec le 66% des votes dans le second tour, et assumera la présidence le dimanche 14 mai, et le lendemain est prévu qu'il annonce le nom de le Premier ministre, et le mercredi 17 mai, il devra présider son premier conseil de ministres dans le palais présidentiel de l'Élysée. C'est tout. Eugenio Herrero a informé à propos des présidentielles en France. Au revoir. Merci Eugenio. Et maintenant, Rodrigo Garcia va parler sur la politique nationale et sur une nouvelle très importante sur l'Arabie Saoudite. Bonjour, une blague. Après le 2015, quand l'Arabie Saoudite a été nommée à la tête de la Commission européenne de l'ONU pour les droits humains, et alors que le pays est prévu de crucifier un opposant, aujourd'hui ce pays vient d'obtenir son élection à la Commission de la femme de l'ONU pour la période 2018-2022. Et une commission exclusivement dédiée à la promotion de l'égalité des sexes et la autonomisation de la femme. Et les États-Unis et l'Union européenne ne se sont opposés à cette élection, et en plus, ce pays a été élu
par les votes des membres de l'Union européenne, selon les chiffres du vote. Et on vote une société pour la défense des droits de l'homme à Ginebra a condamné l'élection de la régime le plus misogyne du monde. Comme le directeur exécutif a dit, c'est quand même donné le contrôle des pompiers à un pyramide. Et la monarchie saoudienne est connue comme le régime le plus dur au monde, où les femmes sont contraintes de s'accompagner d'un tuteur masculin à tout moment et on l'interdit de conduire en voiture. Et les étrangers n'ont pas aucun droit en ce pays. Bon, merci Rodrigo. On continue avec la société. Santé, une revendication est partout la France. Cette revendication est libérer ma pilule. Et Raphaël Gomez, est-ce que tu peux nous amplier cette information sur cette revendication? Merci Ruben pour la présentation. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous ouvrons encore une fois le débat sur la pilule contraceptive en France. Et libérer ma pilule, c'est sous cette appellation qu'un collectif composé de médecins du planning familial féministe pharmacien ont publié une lettre accompagnée d'une demande. Leur motivation, leur demande, la mise sur le marché d'une pilule contraceptive sans ordonnance. En France, actuellement, les femmes doivent aller au gynécologue pour obtenir la prescription nécessaire pour obtenir cette pilule. Le collectif revendique la possibilité d'avoir une pilule en pharmacie en remplissant simplement un questionnaire établi. Il y a déjà un questionnaire établi fait pour l'Agence nationale du médicament de France pour les prescripteurs qui pourrait être réutilisé. Les signataires informent qu'en 2012, le Collège américain de la gynécologie recommandait déjà la vente sans prescription de la pilule contraceptive. Leur étude signale que les femmes sont très prudentes, sont plus prudentes que les prescripteurs en matière de contre-indication. Et aussi, l'étude montre que la femme fait une consommation trop responsable. Cette pratique est déjà effective en pays de l'Europe, comme Portugal, la Turquie, Russie aussi, et dans quelques pays d'Amérique du Sud, l'Afrique et quelques pays d'Asie. Il y a trois raisons pour soutenir cette demande. La première raison, c'est que la demande, c'est seulement sur la pilule progestative qui est faite avec un progestatif de synthèse. Et les risques sont très connus, très maîtrisés, et c'est la pilule moins chère. La deuxième raison pour soutenir leur demande est que ces mesures permettraient de réduire le temps pour obtenir la prescription. Pour renouveler la prescription en France de cette pilule, il y a besoin d'espérer d'attendre 57 jours en moyenne. Et c'est une donnée pas étonnante parce qu'il y a un manque terrible de gynécologues en France. Selon l'ordre des médecins, il y a 1212 gynécologues pour toute la France pour 30 millions de femmes. La troisième raison est que le collectif ajoute que l'accès à la contraception demeure encore très difficile en France. Il y a un département administratif pour la raison dernière qu'il n'y a pas de gynécologue. Alors l'accès des jeunes filles à la contraception est particulièrement difficile pour contraintes sociales et aussi financières. Les centres de planification où elles sont la consultation gratuite et anonyme sont placés sur le rang-ville. Il n'y a pas sur le milieu rural.
un problème que l'accès aux pharmacies sans ordonnance permettrait aussi d'éviter. Merci à tous et bonsoir. Merci Raphaël. Et maintenant, c'est le tour de José Antonio Montero qui va parler sur l'éducation d'Emmanuel Macron. Bonjour, je vais vous parler de l'éducation selon Emmanuel Macron, le nouveau président de la République. Il a affirmé vouloir faire de l'école le combat premier. Son programme éducatif s'articule autour de 6 propositions clés. La première, il propose de diviser par 2 le nombre d'élèves par classe dans l'éducation prioritaire. Afin d'éviter qu'il se mette en place une école à 2 vitesses, il propose également de rétablir les études dirigées après la classe dans tous les établissements. Il prévoit également la mise en place des stages de remise à niveau à la fin des vacances d'été, en primaire et au collège. Aujourd'hui, ce dispositif existe seulement à la fin de l'école primaire. La deuxième chose, il va faire un suivi scolaire individualisé. Aussi, il milite pour une scolarité plus individualisée, avec notamment des bilans personnalisés, pour mesurer les progrès de chaque élève. Il propose ensuite de mettre en place des parcours individualisés au collège et au lycée, avec une meilleure information en matière d'orientation. Et 3. Établissement plus autonome. Il envisage de revenir sur certains aspects des réformes éducatives menées durant le quinquennat de François Hollande, de manière à laisser plus de temps de liberté aux établissements. Il propose par exemple que les communes, en collaboration avec les écoles, organisent elles-mêmes le temps périscolaire. Au collège, les établissements qui le souhaitent pourront rétablir le parcours bilingue européen. 4. En bas, réformer. Il propose de réformer le baccalauréat. La nouvelle mouture de l'examen ne comportera plus que 4 matières. Cela rendait possible, selon lui, de nouvelles formes d'organisation du temps scolaire. Et numéro 5. Des carrières d'enseignants mieux gérées. Macron plaide pour un meilleur accompagnement des enseignants de leur formation, qui sera en alternance à partir de la licence. Les professeurs choisissant l'éducation prioritaire verront leur engagement mieux reconnu et mieux valorisé, avec notamment une prime supplémentaire de 3 000 € par an. Et 6. Il souhaite ouvrir une école aux associations et aux bénévoles. Ces dernières seront par exemple sollicitées pour animer les études dirigées. Il milite également pour mieux impliquer les parents d'élèves, en généralisant par exemple la mallette des parents, un dispositif d'échange régulier entre les parents et l'équipe pédagogique, testé actuellement à petite échelle. Et c'est tout. Bonsoir. Merci José Antonio. Environnement et Paris va améliorer sa rapport avec la nature. Et Maria José Cordero, est-ce que tu nous peux expliquer un peu ces mesures que la mairie parisienne va faire? Bonsoir à tous. Cette année, plusieurs des villes européennes ont adopté différentes mesures pour réduire la pollution dans le centre de ville. C'est le cas de Paris. En France, 6 catégories ont été définies par les véhicules. Les pastilles vertes pour les véhicules moins polluants, les véhicules électriques, et les pastilles gris pour les véhicules plus polluants. C'est les véhicules diesel immatriculisés entre les 1er janvier de 1997 et le 31 décembre 2000. Et depuis le 6 janvier, c'est obligatoire que la vignette antipollution soit portée sur la pare-brise des véhicules circulant dans une zone à circulant restreinte, comme le cas de Paris. Et à partir du 1er juillet, la menace sera de 6-8 € pour les voitures particulières et de 2 roues, et de 135 € pour les cars et les camions. Et autre mesure définie par Paris est qu'à partir du 1er juillet, les critères 5, les véhicules avec la pastille grise, seront interdits à la circulation du lundi à vendredi entre 8h et 20h.
C'est tout. Merci à tous. Bonsoir. Merci Marie-José. Et maintenant, on va parler sur la culture scientifique. Et Martha Delamo va expliquer un article sur les guerres artificielles. Les guerres artificielles? Oh là là! Martha, explique-nous un peu plus sur ces derniers développements de la science. Merci Ruben. Effectivement, Karma, la société biotechnologie Karma espère lancer son guerre artificielle en 2018. L'Agence nationale de la sécurité du médicament et des produits de la santé a autorisé mardi 3 la société biotechnologie Karma à reprendre l'essai clinique qui avait été suspendu le dernier octobre à cause de la mort de l'équinquième patient qui avait été transplanté avec son nouveau cœur artificiel. Mais maintenant, après une évaluation approfondie, l'agence considère que la société biotechnologie a apporté des informations suffisantes pour garantir la sécurité des patients qui participent de cet essai. Le cœur artificiel avait été conçu par le professeur Alain Carpentier pour pallier le manque de greffons disponibles pour les personnes avec une insuffisance cardiaque terminale. L'entreprise a transplanté 5 patients depuis 2013, toutes mortes après. Les décès de ces patientes, pas nécessairement liés à le cœur artificiel, sont survenus entre 1 et 9 mois après l'intervention. Les patients morts en octobre étaient les premiers patients de la dernière phase d'investigation clinique avant la commercialisation de le cœur commercial. Et Karma avait conclu avec une investigation que l'arrêt de la prothèse a été lié à une mauvaise manipulation de la prothèse. Et c'est pour ça que ça a causé l'arrêt de la prothèse. L'entreprise a annoncé aussi l'ouverture de nouveaux lieux pour la production de nouvelles cœurs commerciales disposant de process plus automatisés. De Paris, informe Martha. Merci Martha. Et on va continuer avec la culture la plus traditionnelle. Les expériences des gens de la République centrafricaine ont été rassemblées par le photojournaliste français William Daniels. Et Tania Hernandez, développez-nous un peu ce livre qui a été rassemblé par William Daniels. Bonsoir, oui, je vais vous parler sur le photojournaliste William Daniels a rassemblé dans un livre intitulé RCA une cinquantaine de photos réalisées au cours de ses nombreux reportages en République centrafricaine entre 2013 et 2016. Il a publié aux éditions Clémentine de la Ferronnière avec le soutien d'Amnesty International et de Médecins Sans Frontières une partie de ce travail qui lui a valu plusieurs prix internationaux. Il a choisi 56 images pour illustrer les conflits entre les miliciens anti-Balaka et les rebelles de l'ex-coalition Seleka, un conflit qui a fait beaucoup de milliers de victimes, de déplacés et de réfugiés. La République centrafricaine n'a jamais connu une période stabilisée depuis son indépendance en 1960. Au cours de ses 10 séjours en Centrafrique, il a pris beaucoup de photos, plus de 50 000. Il voulait transmettre une vision de la Centrafrique issue de ses expériences. L'idée n'était pas de faire un portfolio de presse en décrivant précisément tel fait à tel moment, sinon il s'agit d'un regard photographe sur un pays en crise. La sélection a été un long procès, cela prend des mois. Il s'interrogeait sur ce qu'il voulait transmettre, sur la cohérence des images. Les images à ce moment-là étaient très violentes, très dures. Et il se posait ces questions. Est-ce qu'il y a un intérêt de publier à nouveau ces images ou on peut raconter la détresse avec des images plus subtiles? Il a choisi la deuxième option. L'idée était de raconter cette violence sans images violentes. Il pense que ces photos touchent plus les gens. Et dans ce livre, il n'y a que des photos avec du sang.
Et c'est tout. Merci. Bonne soirée. Merci Tania. Et maintenant, on va parler sur la culture du théâtre avec un critique. Et Marta Sanchez va expliquer un musical qui s'appelle Les Tres Mousquetaires et qui se représente maintenant dans les palais des sports de Paris. Bonjour, je vais vous parler sur le nouveau spectacle musical Les Trois Mousquetaires, protagonisé par Olivier Dion dans les Palais des Sports. La surprise de le premier acte, c'est plutôt bon, mais le problème, c'est l'administration de l'espace dans tous les scénarios et tous les artistes ensemble. En plus, les complicités avec Athos, Porthos, Aramis et avec D'Artagnan, c'est très problématique parce qu'il n'y a pas une chimie dans les scénarios. Tout cela nous remémore dans les dernières actuations dans les Palais des Sports qui est les Robin des Bois, protagonisé par Marc Bourgois et Stéphanie Bédard, très connu par ses actuations qui fait pour toute la France. Et après, tout le spectacle, vous pensez qu'est-ce qui se passe parce que le problème, c'est que toutes les scènes, les chorégraphies, les actuations et les danses, c'est en mémoire de Robin des Bois. Et avec cela, c'est fini. Merci. Et maintenant, on va parler sur la mode. Et Mercedes Espinosa va parler sur le Mont Saint-Michel, qui c'est aujourd'hui le centre de la mode. Et ni Paris, ni autre ville européenne, aujourd'hui c'est le Mont Saint-Michel. Bonjour à tous. Je vais vous parler du Mont Saint-Michel, une manière originale de contribuer à la restauration du Mont et de la veille du Mont Saint-Michel. Le Mont Saint-Michel et la veille fascinent toujours, mais l'entretien d'un tel monument suppose d'incessantes et onéreuses restaurations. C'est le Centre des monuments nationaux qui s'occupe de ce type de travaux, mais ce n'est pas suffisant parce que le budget pour cette année, par exemple, c'est important. 9 mois de chantier et 2,2 millions d'euros pour la restauration du cloître. Par cette raison, l'entreprise de Théricault Saint-James a pris l'initiative de contribuer à la financement des travaux du cloître. Il s'agit de la création d'une édition limitée de leur marinière célèbre qui aura un esquisse de la silhouette du mont sur le pôle rouge. Cette édition limitée sera distribuée dans le réseau de leur boutique en France et autour du monde. Cette édition limitée sera distribuée de la mi-avril jusqu'à la mi-octobre 2017. Sur chaque marinière vendue 45 €, l'entreprise donnera 2,50 € au profit des travaux de restauration du cloître. Le président de cette entreprise, Luc Le Sénécal, a dit que cette idée, cette initiative a déjà devenu un vrai succès parce qu'ils ont touché l'esprit solidaire et citoyen des clients, et non seulement en France, mais aussi aux États-Unis,
au Japon ou en Corée. Si vous voulez contribuer plus encore, le Centre des Monuments Nationaux a lancé une plateforme de dons qui s'appelle www.mapierrealédifice.fr et qui a déjà recueilli plus de 15 000 euros. Ça c'est tout. Merci à tous. Merci. On continue avec le sport. Reda Tihani nous va parler du tennis. Après un innombrable match à Roland-Garros qui se tient début sur la terre battue, Reda. Bonsoir à tous. La nouvelle du jour, c'est la victoire de Nadal. Nadal a décroché un 3e titre consécutif grâce à sa victoire le dimanche dernier contre l'Autrichien Dominic Thiem. Grâce à cette victoire, Nadal est actuellement le numéro 4 du monde. Il ne faut pas oublier que Roland-Garros se célèbre en 2 semaines et c'est pour ça Nadal s'annonce comme le grand favori. Roger Federer n'a toujours pas volé la terre battue et n'est pas sûr d'y aller. Et le numéro 1 actuel qui est Andy Murray c'est n'est que l'ombre de lui-même, tout comme Novak Djokovic balayé en 2-7 par Nadal, qui a mis fin à une série de 7 défaites consécutives face au Serbe. Il reste Stan Wawrinka qui n'a pas été commis sur terre battue, mais il est capable de se sublimer dans les grandes occasions. Pour terminer, je vous rappelle que Roland-Garros se célèbre à Paris et c'est le tournoi de tennis le plus important du monde et c'est pour ça que tout le monde doit aller le voir. Et c'est tout. Bonsoir. Bon, ça sera tout pour aujourd'hui, n'est-ce pas Estella? Oui, c'est le final du journal. Merci pour votre attention et à demain. Au revoir.